Messieurs, merci de nous suivre sur ITV. La Totale dimanche, votre magazine hebdomadaire, c'est parti pour le sommaire. Confraternellement, dans la rubrique aujourd'hui, il est question du rapport politique et foyer religieux, le rôle de ces derniers dans la gouvernance locale, la violence verbale contre des guides religieux, comment stopper ce phénomène. Pour en parler ce soir, nous serons avec Mademba Ramatadja, il est journaliste à Direct News sur ce plateau. La Totale de ce dimanche va également faire l'état des lieux de la filière arachide au Sénégal après le lancement de la campagne de commercialisation en décembre dernier. La collecte pour la Sonacos n'est pas des meilleures. Le dossier de Amadou Bari à suivre également tout à l'heure dans Coin Éco. Et puis, tranche de vie. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le portrait de Seydina Mouhamadou Martar Laye. Il est le 6e khalife de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Seydina Mouhamadou Martar Laye a été intronisé le 10 août 2021. Portrait prétexte l'appel de Seydina Limamou Laye les 21 et 22 février 2023. La Totale dimanche 19 février 2023. Bienvenue à tous. Comme annoncé tantôt dans le sommaire, la manifestation du parti PASTEF à Touba, manifestation du parti PASTEF malgré l'interdiction préfectorale le 10 février dernier, prétexte pour s'interroger sur les relations entre foyers religieux et les hommes politiques. Le porte-parole du khalife général des Mourites, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, dénonce la manifestation des patriotes et le pillage de certaines boutiques. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké l'a dit avant-hier, lors de la cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab Gorondaklo. Touba, 10 février 2023, le parti PASTEF, une formation politique figure de l'opposition, organise une manifestation interdite par l'autorité préfectorale. Une interdiction ignorée par les leaders de PASTEF qui réitèrent son appel aux militants au boulevard Ndoyen. Après la prière du vendredi dirigée par le calife général des Mourides, Cheikh Mohamedou Muntaqa Mbacké, les militants patriotes ont envahi les artères de la capitale du mouridisme. Meeting interdit, malgré l'engagement des patriotes à tenir le rassemblement. Une situation qui pousse les forces de l'ordre à réagir avec des jets de gaz lacrymogènes. Route barrée, difficile trafic, Touba et Mbacké restent sous haute tension. Des boutiques pillées, des stations brûlées, une économie au ralenti malgré l'intervention des forces de l'ordre, d'où l'inquiétude de ces gérants victimes des pillages. Ils ont fait tomber les pompes. Bon, il y a certains qui ont commencé à saccager la boutique. Certains sont rentrés dans la boutique, ils ont pris les biens de la boutique, ils ont pris de l'argent. En face aussi, c'est une station qui fait partie du même site. Ils ont brûlé la pompe. La pompe a été complètement brûlée. La capitale du mouridisme méconnue après les violentes manifestations des patriotes. Une situation qui ne laisse pas indifférent le porte-parole du calife général des Mourides, Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké, brise le silence et tire à boulet rouge sur les hommes politiques et invite les fidèles mourides à éviter les dérives politiques. Touba est une ville sacrée et tous les fidèles doivent savoir l'importance de cette cité sainte. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ignorons les attaques et disons-nous la vérité. Touba n'est pas une ville politique. Nous sommes au service de Serigne Touba. Les relations entre les hommes politiques et les foyers religieux commencent à se dégrader. Une dégradation favorisée par le manque de respect à l'encontre des chefs religieux et la remise en question du mondigal.
Ndaklo sur la violence qui a sévi à Touba après la manifestation du parti PASTEF sur place, une manifestation interdite par le préfet de la localité. Avec nous sur le plateau de votre magazine d'information La Totale, le journaliste Mademba Ramata Dia. Mademba Ramata Dia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Et pour débattre sur cette violence qui a sévi à Touba après la manifestation interdite du parti PASTEF, d'où la question, le rapport entre les politiques et les foyers religieux. Bon, avant d'en arriver au rapport entre les politiques et les foyers religieux, il y a lieu de déplorer ce qui s'est passé à Mbacké. Bon, surtout notamment avec des actes de vandalisme qui ont fait que certaines boutiques ou bien certains magasins de surface ont été pillés, etc. Une station brûlée. Ça, vraiment, c'est pas des choses à faire. La démocratie ne rime pas avec destruction des biens détruits. Maintenant, au-delà de ça, il faut s'interroger. S'interroger par rapport au meeting, par rapport aussi à l'interdiction du préfet. Parce que en réalité, on ne peut parler a priori d'un événement sans se référer à la semence qu'il a engendrée, mais surtout à l'histoire qu'il a façonnée. Si tout événement dépend de cette philosophie, force est de reconnaître que ce qui s'est passé à Mbacké, en même temps aussi la coupure du signal de Wolf, n'est que la résultante d'un arrêté malheureux pris par le préfet de Mbacké. Donc, selon vous, le préfet ne devait pas à mon avis, la manifestation. si on introduit l'histoire récente de la ville de Mbacké, on se rend compte que ce boulevard qu'on appelle Ndoyen, du temps d'Abdoulaye Wade à aujourd'hui, a eu toujours à abriter des meetings de grande envergure. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, légitimement, on pouvait organiser le meeting. Maintenant, par rapport aussi à autre chose, le préfet nous a servi un prétexte que je trouve fallacieux. Parce que comme il y a 2 signatures, il fallait une 3e. Donc, rien qu'un simple coup de fil, on pouvait régler la question. Mais je me pose la question, est-ce que si c'était le Benno Bokk Yakaar, est-ce qu'il aurait agi de la même sorte? J'en doute. Donc ça veut dire que quand on est administration territoriale, on doit mener nos décisions ou bien calibrer nos décisions par rapport à notre intelligence, par rapport aussi à la sociologie, par rapport aussi aux dégâts collatéraux que cela pourrait engendrer. Donc en termes de blessés, d'arrestations, il y a eu près d'une 60aine qui sont maintenant, dont beaucoup sont sous mandat de dépôt. Ensuite, les dégâts collatéraux, les blessés, etc. Ensuite, moi je crois que interdire un meeting, l'autoriser est plus facile et moins coûteux que l'interdire. Tout cet armada qu'on a déployé pour l'interdiction de ce meeting, on pouvait, moins que ça, l'autoriser, parce qu'il n'y avait aucun danger, à mon avis, par rapport. Parce que la preuve, le lendemain, on a autorisé à un autre d'organiser un meeting à Ziguinchor. Ziguinchor, quelle est la zone la plus sensible entre Mbacké et Ziguinchor? Donc, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, non, ceux qui gèrent l'administration territoriale, il serait mieux qu'ils ne s'arriment pas aux désirata des politiques et faire en sorte qu'ils savent que c'est des gens qui sont là pour la République et la République a besoin de quiétude, quoi. Alors, Madame, vous avez parlé tout à l'heure de dégâts collatéraux. On a vu ce qui s'est passé à Mbacké. On a vu également la sortie du porte-parole du Khalife général des Mourides. Alors, quel rôle jouent aujourd'hui les chefs religieux dans l'espace politique ou bien dans l'espace public au Sénégal? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les politiques et les religieux ont toujours fait bon ménage. Parce que si on jette un regard objectif dans le rétroviseur, surtout Touba, Mbacké Touba, l'agglomération constitue un enjeu de taille pour le contrôle des destinées nationales. Depuis 60 à nos jours, tous les acteurs politiques, surtout ceux qui sont au pouvoir, l'ont compris. Et vous n'ignorez pas certainement les relations qu'entenaient Senghor et Serigne Fallou Mbacké. Vous n'ignorez pas aussi les relations qu'entretenaient Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Vous n'ignorez pas les relations qu'entretenaient Abdoulaye Wade et Serigne Saliou Mbacké. Ça veut dire que Touba
est un symbole, non sur le plan symbolique, et puis sur le plan aussi poids électoral. Donc ça veut dire Touba représente. Donc il y a une connexion entre les religieux et le politique. Ça c'est toujours pas. Parce que les religieux, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils vont voir les religieux. Donc il y a cette connexion-là. Mais ce qui est maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les choses ont changé. Le talibé n'a plus comme directeur de conscience son marabout. On se rappelle, en 1988, Seigne Abdoulaye Mbacké, Khalife général des Mourides, avait donné un ndigal en faveur de Diouf. Il avait même dit ne pas voter pour Diouf, c'est trahir Seigne Touba. Donc, beaucoup de Mourides qui n'étaient pas qui étaient contre Diouf ont préféré, à l'instar de Cheikh Anta, qui s'était déclaré candidat, Cheikh Anta Diop, le savant, il a fini par désister. Donc, ça veut dire que mais maintenant, les choses ont changé. Les talibés n'ont plus comme directeur de conscience leur marabout. Ils ont la claire conscience que les consignes de vote ne peuvent pas gérer la facture d'électricité, ne peuvent pas gérer les factures d'eau, ne peuvent pas gérer aussi le quotidien. Donc ça veut dire qu'ils sont libres par rapport à ça, bien vrai. Maintenant, quand le marabout a besoin d'eux, vraiment, ils s'y mettent à fond, surtout chez les mourides. Quand le calife donne des ndigal, vous voyez ce qu'ils ont pu réaliser en temps, la Massalikul Jinan et l'université de Touba, mais ça s'arrête là maintenant. Mais les politiques aussi veulent toujours être de bonne grâce avec les marabouts pour pouvoir embrigader le maximum d'électeurs, mais les choses ont changé. Et la conscience citoyenne sénégalaise a vraiment atteint un degré élevé, quoi. Donc certains talibés ne vont plus attendre le ndigal pour voter. Non, ça c'est révolu, c'est révolu. Pourquoi je te dis ça? Parce que en 2000, tous les khalifes généraux, excepté Serigne Saliou Mbacké, avaient donné des consignes de vote contre Wade. Tous les khalifes généraux du Sénégal avaient donné des consignes de vote contre Wade, mais c'est Wade qui a gagné. Donc ça veut dire que... on a vu aussi en 2000 d'autres chefs religieux, à l'instar du guide de Thiantakoun, et en 2012, du guide et Seigne Modou Kara, tous, ils avaient dit, ils se targuaient d'avoir 1 million de talibés. Ils ont dit qu'il faut voter pour Abdoulaye Wade, mais... Macky, au change, a ravi la vedette et a gagné au deuxième tour. Mais il faut quand même dire que les guides religieux, ils ont un rôle très prépondérant à jouer dans la vie politique. Nous, notre sociologie, notre ancrage sociologique fait que les guides religieux sont des régulateurs sociaux. À chaque fois que la nation a besoin d'eux, ils sortaient. On se rappelle de Serigne Abdou Aziz Sy, qui faisait des déclarations. Je me rappelle, il y a une grève très tendue de plusieurs mois. Grève des enseignants. Finalement, c'est Serigne Abdou Aziz Sy qui les a reçus. Et elle leur a donné des instructions de mettre fin à ce mouvement d'humeur. On se rappelle aussi Serigne Abdou Lahad intervenait. Donc, c'est des régulateurs sociaux. On ne peut pas ne pas faire. Mais c'est que le problème, c'est qu'un marabout ne peut pas être partisan. Parce que tu as des talibés qui sont du PASTEF, tu as des talibés qui sont du PDS. Donc c'est difficile. Mais ce qu'on a... j'ai entendu hier Seigne Abdou Karim, le fils de Seigne Fallou, dire que nous, les adultes, nous sommes avec Macky Sall, le président. Mais vous, les jeunes, libre à vous de choisir qui vous voulez. Donc, il a donné un blanc-seing aux jeunes pour leur dire que moi, mon avenir, c'est au passé, vous, c'est votre avenir, gérez-le. Donc, ça veut dire que... Mais l'essentiel, c'est que les Sénégalais ne sont plus prêts à être gouvernés n'importe comment. Et ils savent se faire respecter au moment des grands choix. Mais il faut donc dire, Madame Ba, que les foyers religieux, les guides, ils ont leur mot à dire dans la chose politique. C'est très normal, ils ont leur mot. C'est des citoyens. Au-delà de... Moi, je ne dirais pas que c'est des citoyens ordinaires comme dirait l'autre. Moi, je dirais que c'est des citoyens extraordinaires, quoi. Parce que nous tous, quand on a des problèmes, on va vers eux. Même
les politiques qui font, à chaque fois, les élections, c'est la ronde vers les guides religieux. Donc, ils ont leur mot à dire dans la société. Parce qu'à partir du moment où ils ont une masse qui porte leur espoir sur nous, donc ce problème des masses-là doit les intéresser. Ils ont leur mot à dire et c'est très normal. Mais ce qu'on ne voudrait pas quand même, c'est qu'il y ait des temps qu'on utilise ces religieux, ou bien ces religieux se laissent utiliser pour donner des consignes de vote en faveur d'un ou d'un candidat, quoi. Ce qui serait regrettable. Mais l'essentiel, c'est que ce pays nous appartient tous et nous devons tendre vers la sérénité, le calme, parce que nous allons vers une ère nouvelle qui est celle du pétrole et du gaz. Et cette ère-là a besoin de stabilité. Alors, vous avez parlé de sérénité et de calme pour poursuivre le débat. Madame Ramata Dia, aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence d'une violence verbale dirigée contre les guides religieux. Qu'est-ce qui explique un tel phénomène? Bon, c'est que nous sommes dans un pays où les paradigmes ont changé. Parce que nous, à l'époque où on était jeunes, on n'osait pas faire ça. Maintenant, il y a l'introduction des réseaux sociaux, il y a des facteurs exogènes qui agissent sur les gens, il y a aussi une perte de repères et de valeurs, et l'éducation aussi n'est plus ce qu'elle était. Beaucoup de parents ont démissionné, l'école aussi a fait de même, l'État aussi, qui devait être le creuset de l'exemplarité, ne l'est pas. Finalement, cet imbroglio fait en sorte que chacun, on est dans une foire aux empoignes et chacun fait ce qu'il veut. Finalement, mais heureusement, il y a une chose qui reste, ça veut dire que nous pouvons espérer pour l'autre génération qui va arriver que les choses vont changer. Mais l'essentiel pour moi est qu'on n'arrive pas à ces dérives-là, ou bien l'État qui est là fasse en sorte que toutes ces dérives-là, mais quand un État, par son sommet, ou bien met en valeur des insulteurs, on ne peut pas. Donc, quand on voit aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a eu tellement de gladiateurs qui se donnent des coups de poing. Donc, quand on chipe des micros, ou bien quand on prend une urne pour coup. Donc tout ça, ce n'est pas des exemples à donner à la jeunesse, que ce soit du côté de l'opposition et du pouvoir. Quand on est député, représentant du peuple, on se doit d'avoir une déférence. Et on les appelle honorables, ce n'est pas pour rien. Maintenant, quand un honorable devient un méprisable, cela fait mal. Ils doivent donner l'exemple à la jeunesse. Ouais. Alors, Madame Ba, ces guides, ils sont souvent accusés d'être de connivence avec les tenants actuels du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ce qui cause ces insultes, si on peut l'appeler ainsi? Ouais, mais quelles que soient les conditions ou bien les comportements de nos guides religieux, on leur doit du respect, madame. On leur doit de la déférence. Parce que quelqu'un qui gère des millions de talibés n'est pas comme moi. Quelqu'un qui gère, parce que ça peut entraîner des choses très graves. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, nous sommes au Sénégal, Dieu merci, on connaît la stabilité, on a une démocratie qu'on gère quand même, malgré qu'il y a eu des couacs et des imperfections. Mais nous sommes entourés par un cercle de feu. Il y a la Guinée qui est sous tension, le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Nous avons eu la chance d'avoir un pays stable jusqu'à présent. Donc, on ne doit pas mettre le feu sur le Sénégal. Donc, tout ce qui... C'est des comportements à dénoncer et à réprimer avec la plus grande énergie. Et sur ce registre précis, j'interpelle l'État du Sénégal. On ne doit plus laisser les gens prospérer en langage ordurier, dans un langage violent, et on ne doit plus laisser les gens prospérer dans la menace, etc. Donc, il appartient à l'État de nous sécuriser, de sécuriser tout le monde, pour que le Sénégal que nous avons connu, le Sénégal que nous a laissé Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, soit un exemple de sérénité, de calme
et de cohésion sociale. Parce que c'est ce que tout le monde demande, quoi. On n'a pas besoin d'autre chose. Alors, qui, entre les politiques, les guides religieux, doit stopper ce phénomène? Bon, les guides religieux, bon, chaque fois ils parlent, tu leur entends dans le discours. Mais il y a aussi l'État qui a la force de la sanction. Donc, donc quelqu'un qui se met là à insulter tout le monde, l'État peut par la police scientifique le repérer et le mettre en prison. Donc, si on laisse, malheureusement, on a vu des insulteurs insulter toute une ethnie. Bon, j'ai eu un para-halpolar qui a intrusé tous les Wolof. Donc, ça c'est des dérives. Donc, sans coup féru, donc, il faut qu'on sévisse dans ce pays pour mettre de l'ordre. Et parce qu'un pays sans ordre, c'est un corps sans âme. Madame Ramata Dia, journaliste à Direct News, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Confraternellement, la rubrique dans votre magazine hebdomadaire La Totale dimanche. Il a été question aujourd'hui du rapport politique et foyer religieux, le rôle de ces derniers dans la gouvernance locale, la violence verbale contre des guides religieux. Comment stopper ce phénomène? Madame Ramata Dia, je rappelle, il est journaliste à Direct News. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mademba, merci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Mademba, que nous allons retrouver certainement dans d'autres émissions Total dimanche sur ITV. La suite de votre magazine d'information. Coin Éco, la Totale dimanche, la campagne de commercialisation de l'arachide officiellement lancée en fin décembre 2022. Cependant, la Sonacos, dont l'arachide constitue la matière première, est en difficulté et pour cause les mauvaises récoltes et la concurrence affecte négativement la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Sonacos ne veut pas un arrêt de travail. Elle va jusque-là proposer à l'État du Sénégal que les sous-traitants étrangers s'approvisionnent désormais directement sur ces sites. Le dossier Coin Éco signé aujourd'hui à Amadou Barisha. Le directeur de la Sonacos a beau multiplier les tournées pour rencontrer les acteurs, mais le désarroi et le doute persistent chez les huiliers. Les graines se font toujours désirer dans plusieurs usines de sa société. Au début de la campagne de cette année, la Sonacos, pour inciter les paysans à lui vendre leur récolte, a dû rehausser de 25 francs le kilo d'arachide, passant de 275 à 300 francs CFA. Mais face à la concurrence, le prix se négocie dorénavant à 425 francs CFA sur le marché. Les acheteurs étrangers, asiatiques plus particulièrement, qui ont investi le marché, ont proposé des prix plus alléchants et ont raflé une grande partie de la production. Ce qui n'est pas sans conséquence dans la filière huile. Environ 2000 emplois directs sont concernés, sans compter les autres sociétés et les petits producteurs traditionnels. À Touba, une centaine de petites unités de transformation est à l'arrêt, faute de graines. Cette semaine, une trentaine de travailleurs saisonniers employés par le centre de récupération intermédiaire de Kolda a été licenciée. Comme piste de solution préconisée, la Sonacos mise sur la diversification de la source de la matière. L'anacarde en est une. Pour Modou Diagne Fada, il faut aussi des mesures pour garantir une transformation locale des graines. Le patron de la société plaide pour un meilleur encadrement de la présence des étrangers et propose que ces derniers s'approvisionnent à partir des usines et laissent celles-ci faire la collecte directement auprès des paysans. En attendant, la situation reste inquiétante et l'avenir incertain pour les employés des huileries. Certains d'entre eux préconisent désormais une solution plus radicale, l'arrêt immédiat de l'exportation des arachides pour, disent-ils, la survie de la filière.
Un récit de Amadou Bari. Ailleurs à Amadou Bari, l'on s'intéresse aujourd'hui à l'exploitation du gaz au large de la capitale du Nord, à Saint-Louis. Plus précisément, une exploitation à l'origine de plusieurs changements chez les populations qui, en plus de la rareté des ressources halieutiques, font face à une grande spéculation foncière, disent-elles. Un sujet de notre correspondant sur place, Momar Alisnia. L'exploitation annoncée du gaz au large de Saint-Louis suscite beaucoup d'espoir chez les populations de la capitale du Nord qui déjà voient des changements dans leur mode de vie. Sur le plan économique, la rareté du poisson engendre naturellement la rareté du thiéboudienne et les populations font avec. Aujourd'hui, les communautés de pêcheurs sont inquiètes parce qu'aujourd'hui, que l'exploitation future va sonner le glas de leur activité, la pêche. Certes, l'exploitation du gaz est importante, mais aussi la pêche est une activité extrêmement importante pour les populations de Saint-Louis. Il y a aujourd'hui des pêcheurs qui pensent fondamentalement qu'il ne pourrait pas y avoir une cohabitation entre l'exploitation et la pêche. Et je crois qu'aujourd'hui, la plateforme nuit beaucoup à leur activité. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle de la rareté de la ressource au niveau de Saint-Louis. Depuis l'annonce de la découverte du gaz, on assiste à une ruée vers Saint-Louis. Du coup, la cherté du loyer et la spéculation foncière sont déplorées. Aujourd'hui, presque tous les directeurs généraux de Dakar, du Sénégal, tous les hommes d'affaires cherchent à avoir pied sur terre ici à Saint-Louis du Sénégal, parce que c'est tout à fait normal. Saint-Louis est en train de devenir un hub. Et Saint-Louis, avec la politique du gouvernement du Sénégal en matière de gestion du gaz et du pétrole, on peut faire des affaires à Saint-Louis. Et ce qui nous le prouve, c'est l'installation de la banque du siège de la BCEAO ici à Saint-Louis, à 2 pas d'ici. Ce qui veut dire que Saint-Louis va s'ériger comme étant un hub national et voire même international en matière de développement intégral. Le terrain, c'est certes, c'est vrai. Mais dans chaque fois que dans une partie du pays d'exploitation, il y aura forcément un boom démographique. Je crois que ça c'est connu dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Je crois que il y aura des conséquences au plan démographique. Beaucoup de gens vont venir dans l'espoir de trouver quelque chose dans cette ville où on exploitera le gaz et le pétrole. Ça, c'est vrai. Il faut dire qu'aussi les maisons aujourd'hui sont devenues chères à Saint-Louis. Je crois que c'est une réalité. Sur un autre registre, les instituts et écoles supérieures intègrent dans leur formation des programmes liés au métier des hydrocarbures en attendant la fin des travaux du Centre des métiers du gaz et du pétrole à Bangou. L'institut qui est en chantier, sans compter avec l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, qui est à l'Université Gaston Berger. Saint-Louis se prépare, hein? C'est pas facile. Mais il faudra que le gouvernement continue dans cet effort-là, en surtout recapacitant également le centre de formation professionnelle de Saint-Louis. Au-delà des problèmes et contraintes liées à l'exploitation gazière, les Saint-Louisiens, dans leur écrasante majorité, espèrent que l'exploitation de cette ressource leur offrira des lendemains meilleurs. Momar Alisnia, transition juste trouvée pour parler de l'environnement. La rubrique environnement, nous parlons aujourd'hui de la lancinante question de la gestion des déchets électroniques. Malgré que la mise en place d'un cadre réglementaire de la gestion des déchets électriques et électroniques au Sénégal, malgré la mise en place d'un cadre réglementaire de la gestion des déchets électroniques au Sénégal, le problème reste entier. Les conséquences de ces déchets sur la santé et sur l'environnement, on en parle dans ce dossier réalisé par Ami Diouf. Cette partie du marché Sandaga est exclusivement réservée aux réparateurs de matériel électronique. Sur place, Ibrahim Ndiaye fait partie des rares réparateurs à avoir bénéficié d'une formation sur le danger que représentent les déchets électroniques. Et pourtant, il a eu du mal à s'en débarrasser, stocké dans son atelier depuis plus de 6 mois. On nous a appris que les déchets électroniques polluent l'atmosphère depuis notre formation. Comme vous pouvez le constater, j'ai des problèmes pour m'en débarrasser. C'est pourquoi l'atelier est encombré. La seule solution qui se présente à lui, les vendre aux ferrailleurs
qui fournissent la matière recyclable, principalement aux entreprises étrangères. Voyez par vous-même, je n'ai plus de place pour même garder les plus petits disques durs. Je suis obligé de collaborer avec un ferrailleur. À la fin du mois, il vient acheter les déchets pour les revendre aux Indiens. Malgré tout, Ibrahim se soucie du sort de cette quantité importante de déchets nocifs qui se retrouvent dans le marché. Il invite les autorités compétentes à un contrôle strict. Ce que j'ignore, c'est comment les ferrailleurs font avec le reste des déchets. Certainement, ils vont le jeter à la poubelle. C'est là où se situe le problème. Mais en réalité, le réparateur est plus préoccupé par son sort, car, il le sait, le fait de côtoyer ces types de déchets n'est pas sans conséquences sanitaires. Je n'essaie même pas de les garder longtemps. Tout le monde sait que ces matériels dégagent des substances toxiques. Des fois, je ressens une odeur et une chaleur excessive venant des machines, même en période de fraîcheur. Malgré le danger et la menace, Ibrahim Ndiaye évite de jeter des déchets électroniques dans la nature, une attitude qui tranche avec le comportement de certains de ses collègues qui se soucient moins de l'environnement. Place à présent à Bouillon Culture, arrêté le 18 janvier 2022, puis placé sous mandat de dépôt. L'incarcération de Mor Talla Gueye, plus connu sous le nom de Nit Doff, continue de susciter des réactions. Des artistes rappeurs demandent clémence pour la libération de leurs camarades. Nit Doff, pour rappel, est poursuivi pour appel à l'insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, entre autres, nous dit Aïssatou Kana. Nyang mi soox diplômé chômé à quand le sérieux. Symbole de la liberté d'expression, le rap est pour certains artistes un moyen de libération d'un sentiment, d'une conviction, une manière de libérer leurs émotions. Aux yeux de Malal Talla, alias Fou Malade, aucune orientation, aucune leçon n'est à recevoir de qui que ce soit. Tenir le discours que l'artiste a envie de tenir. On ne définit pas pour un artiste et on ne choisit pas pour un artiste ce qu'il doit dire. L'artiste doit dire ce qu'il a envie de dire. On ne commande pas l'inspiration de l'artiste. Commander l'inspiration de l'artiste, c'est corrompre l'inspiration de l'artiste. Il ne faut pas qu'on formate les artistes. Les artistes doivent refuser d'être formatés parce qu'effectivement, un artiste par essence est un marginal. Un marginal, c'est un non-conformiste. Il n'est pas dans les conventions. Il a choisi d'être artiste pour parler pour ceux qui ne parlent pas, pour dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Il faut laisser les artistes s'exprimer. C'est se tromper que de penser que le mandat de dépôt infligé à Nit Doff constituerait une épée de Damoclès au-dessus de tous les artistes, dénonce vertement le membre fondateur du M23. Pour l'artiste, c'est peine perdue. Mais quand on a arrêté Nit Doff, j'ai posté sur mon Facebook que vous pouvez arrêter des révolutionnaires, mais vous ne pouvez pas arrêter la révolution. C'est-à-dire, peut-être nous sommes des donneurs de tonus. Nous sommes des alerteurs. Nous sommes des... Nous, par exemple, quand on bouge, c'est le déclic. Ça déclenche. C'est juste ça. Hein? Mais nous sommes rien du tout par rapport à la révolution ou par rapport à ce qui va se passer demain. Le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, qu'il arrête d'être le président de ses militants ou des apéristes ou de Benno Bokk Yakaar, mais le président de tous les Sénégalais. Qu'il arrête le favoritisme. Et ça, vraiment, c'est déplorant. Et tel que je connais les rappeurs engagés, c'est pas arrêter Kilifeu ou Nit Doff,
qui va faire arrêter, qui va faire taire les rappeurs. Un rappeur est un non-conformiste. Vouloir le détourner de son choix de s'exprimer et museler ses pensées risque de produire un sentiment de frustration généralisée. Nos dirigeants en fait sont en train de jouer un jeu très dangereux. Parce que justement le fait de continuer à arrêter des gens, notamment comme Nit Doff, qui a juste exprimé peut-être d'une manière un peu violente une pensée qui est partagée par beaucoup de Sénégalais. Le fait de l'arrêter, au lieu de lui faire un sermon, on aurait dû juste lui faire un sermon. Écoute, voilà, un juge, on n'aurait pas dû l'inculper de la sorte. Ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas empêcher d'autres personnes d'être des Nit Doff. Je pense que si jamais l'État ne fait pas attention, il y a un sentiment de colère qui est en train de se propager. Il faut qu'il fasse attention à cela. Parce que si jamais ils ne font pas gaffe, d'autres personnes vont se dire « Ok, je n'ai pas peur ». Ils vont démystifier la prison. Pour les artistes, le seul discours qui vaille est la demande de libération de Nit Doff. Ils estiment que les excès verbaux commis dans le cadre de manifestations artistiques, culturelles ou intellectuelles ne doivent pas déboucher sur des peines de prison. Mortal Gueye alias Nit Doff a été interpellé le 18 janvier 2023. Merci à Aïssatou Kane pour ce dossier. On va observer une petite pause, le temps de revenir après le bulletin d'information de 19h45 pour la suite de votre magazine hebdomadaire La Totale Dimanche. Merci à Moumoudou Siya pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, la suite de votre magazine hebdomadaire La Totale Dimanche, la dernière partie, tranche de vie. Aujourd'hui, portrait de l'actuel khalife général des Layènes, 6e khalife de Seydina Limamou Laye, Seydina Mam Makhtar Laye, un homme discret, intellectuel. L'actuel khalife général des Layènes a débuté ses études à Dakar, au lycée Blaise Diagne de Dakar, puis au Maroc avant d'aller en France où il obtient son diplôme d'ingénieur en informatique. Et pour plus d'informations, le portrait du 6e khalife de Seydina Limamou Laye signé Aliou Sowa. Le 9 août 2019, Baye Abdoulaye Thiaw rejoint son seigneur Seydina Mam Makhtar Laye, accède à la tête de la confrérie layène et devient le 6e khalife de Seydina Limamou. Effacé et discret, l'actuel khalife des Layènes est méconnu du grand public. Il n'en demeure pas moins un savant aguerri. Serigne Mamadou Makhtar Laye a grandi sous l'ombre de son grand frère, le défunt khalife des Layènes, Baye Abdoulaye Thiaw. Baye Doudou Makhtar, comme l'appellent ses proches, du fait de sa discrétion. Plusieurs personnes qui fréquentaient la maison de Baye Abdoulaye Thiaw ne savaient pas qu'il était de la famille. Elles le prenaient pour un talibé qui fréquentait juste la maison. Ingénieur en informatique, le nouvel homme fort de Yoff a débuté ses études au Sénégal. Il passe au lycée Blaise Diagne avant de rallier le Maroc puis la France, là où il passe une dizaine d'années. Né vers les années 50, Seydina Mam Makhtar Laye est le fils de Seydina Mandione, deuxième khalife de Seydina Limamou. Son intronisation à la tête de la famille de Baye Laye a coïncidé avec la commémoration des 52 ans de la disparition de son défunt père. Très réservé et très moderne, le khalife général des Layènes entretient de bonnes relations avec ses frères et toute sa famille. Il a donc la mission de conduire ses destinées, poursuivre l'œuvre de Serigne Abdoulaye Thiaw et protéger ainsi l'héritage du Mahdi. Aliou Sowa, pour rappel, la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi est prévue les 21 et 22, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire mardi et mercredi à Cambérène, Ngor et Yoff. La dernière note de votre magazine hebdomadaire La Totale dimanche, le diplomate aujourd'hui, la CEDEAO, l'organisation régionale, sa position sur le projet de fédération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Pour en parler en ligne avec Dr Giliabi. Giliabi, bonsoir. Bonsoir.
Alors, Gilles Yabi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la sortie du vice-président du Parlement de la CEDEAO sur l'idée de fédération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. À travers cette sortie, peut-on dire que le niet de l'organisation est officiel puisque c'est le vice-président, le deuxième, qui a fait sa déclaration? Bonsoir. Non, je crois qu'il faut être précis. La déclaration du vice-président du Parlement de la CEDEAO n'équivaut pas à une prise de position de la CEDEAO. La CEDEAO est dirigée par la conférence des chefs d'État qui prennent les décisions au plus haut niveau et au quotidien par la commission de la CEDEAO. Et donc le Parlement de la CEDEAO n'a pas vocation à se prononcer sur une question comme celle-là. Donc je crois qu'il s'agit d'une position exprimée par une autorité du Parlement, un élu du Parlement de la CEDEAO, et cela s'arrête là. Alors, suite au coup d'État dans ces trois pays, on sait que la Guinée a été suspendue en 2021, en septembre, pour être plus précise, le Mali et le Burkina Faso en janvier 2022. On a vu les conséquences sur le plan économique, d'où la question, est-ce que ces pays peuvent vivre sans l'organisation régionale, la CEDEAO? Je crois que les pays, n'importe quel pays peut vivre sans une organisation régionale. Mais ce n'est pas tellement cela la question. La question aujourd'hui, c'est d'abord la situation sécuritaire d'un pays comme le Burkina Faso et on peut dire la même chose du Mali. Ce sont des situations qui restent extrêmement préoccupantes et je crois que la principale priorité, c'est bien sûr la restauration de la sécurité et aussi créer les conditions pour un retour à une forme de stabilité politique et institutionnelle. Et donc, c'est clair que la priorité, ce n'est pas la constitution d'une fédération, et ce n'est probablement pas non plus un processus de sortie de l'organisation régionale. Donc, il est clair que la CEDEAO, l'appartenance à la CEDEAO permet d'avoir une solidarité régionale. Et il est vrai aussi que les prises de position de l'organisation au cours des dernières années n'ont pas nécessairement renforcé sa légitimité ou la perception de sa légitimité par les populations. Mais je crois qu'au-delà de ces épisodes, la CEDEAO en tant qu'instrument, en tant qu'organisation absolument essentielle pour l'intégration régionale ouest-africaine, je crois que tous les pays aujourd'hui qui sont membres de cette organisation ont intérêt à y rester. Alors, Gilles Yabi, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, trois pays instables politiquement. On a vu ce qui s'est passé dans ces trois pays. Maintenant, s'ils réussissent à former une fédération, quelles seraient les conséquences et les atouts? Est-ce qu'il y a des atouts? Je crois qu'on est dans une région qui est confrontée à énormément de difficultés en ce moment. Lorsqu'on a de l'instabilité, de l'insécurité dans plusieurs pays de la région, c'est l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui est concerné. Et je crois que dans ce contexte-là, on ne doit pas perdre du temps sur des questions qui réellement ne sont pas à l'ordre du jour. À nouveau, la fédération a été évoquée par le Premier ministre de transition du Burkina Faso. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas entendu de déclaration même de la Guinée et du Mali au plus haut niveau sur cette idée. Et je crois que très honnêtement, à nouveau, les priorités aujourd'hui sont ailleurs pour ces pays et pour l'ensemble de la région. Gilles Yabi, merci beaucoup. Merci à vous. Gilles Yabi sur le projet de fédération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, la réaction de l'organisation régionale la CEDEAO. Gilles Yabi, docteur Gilles Yabi, je rappelle qu'il est le fondateur, le président de Wati, think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Abdourahmane Ly pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV. La totale dimanche, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.